Question 10. Le sport peut déclencher des douleurs de croissance chez l'adolescent. C'est vrai. À partir de 10 ans, la croissance des enfants s'accélère pour être maximale au moment de l'adolescence. Cette croissance se fait d'abord au niveau des pieds, puis des membres inférieurs, et se termine enfin par celle du rachis ou colonne vertébrale. D'abord au niveau des pieds, un os secondaire apparaît en arrière du calcanéum et est appelé noyau d'ossification secondaire du calcanéum. Il se trouve en arrière du talon et c'est le point d'attache de l'aponévrose plantaire en bas et du tendon d'Achille en arrière et en haut du talon. Ce noyau d'ossification secondaire est uni au calcanéum par un cartilage de croissance par lequel le pied grandit. Il est mis en traction de manière répétée lors des efforts sportifs, course, escalade, propulsion, et ces efforts peuvent être responsables de douleurs locales. C'est ce qu'on appelle la maladie de sévère. Et un traitement est souvent nécessaire, qui comprend une restriction des activités sportives, scolaires essentiellement, mais aussi de loisirs, la gestion des activités sportives en club en fonction des douleurs de l'enfant, le port de talonnettes le plus souvent qui sont adaptés et qu'on peut trouver soit en pharmacie, soit auprès d'un podologue, de la kinésithérapie parfois, tout ce qui vous sera proposé par votre médecin, spécialiste ou généraliste. D'autres douleurs de croissance en rapport avec ce que l'on appelle des ostéochondroses ou apophysoses sont possibles au niveau du pied. Alors, en fonction de l'os touché, ce sont les atteintes au niveau du scaphoïde, de scaphoïdite de Köhler-Mouchet. Au niveau du deuxième métatarsien, l'ostéochondrose de Freiberg ou maladie de Freiberg. Et parfois, on a une atteinte des sésamoïdes du gros orteil qui sont appelées sésamoïdites de Renandeur. L'ensemble de ces douleurs doit toujours être étiqueté avec précision. Comme il survient chez un enfant en croissance, ces douleurs ne sont jamais bénignes. Il faut toujours faire un bilan radiographique et échographique pour dresser un diagnostic précis de la lésion et adopter une stratégie thérapeutique adaptée, souple, rassurante, mais toujours vigilante. Lorsqu'on est sûr qu'il s'agit d'une douleur de croissance, le meilleur traitement est souvent le port de semelles et des soins locaux pendant quelques semaines. La description précise de l'origine des douleurs et le dessin que l'on fait à l'enfant permettent le plus souvent de le rassurer et le conduiront à confirmer son sport dans les meilleures conditions. Ces douleurs de croissance évoluent généralement sur une période de quelques mois, de 3 à 18 mois au maximum. Au niveau des genoux, les noyaux d'ossification secondaire apparaissent entre 10 et 14 ans. Plus tôt chez la fille, un peu plus tard chez le garçon. L'un au niveau de la pointe de la rotule et l'autre à hauteur de la tubérosité tibiale antérieure, cette bosse que chacun présente à l'âge adulte en avant et en haut du tibia. Le noyau d'ossification secondaire, situé en avant de l'extrémité supérieure du tibia, formera par la suite la tubérosité tibiale antérieure. Au niveau de la pointe de la rotule, apparaît une gangue cartilagineuse qui formera par la suite l'extrémité inférieure de la rotule, qui est prolongée en bas par le tendon rotulien. S'il y a des tractions répétées sur l'appareil extenseur de l'enfant en croissance, il peut y avoir des douleurs au niveau de ces points d'ossification. Au niveau de l'extrémité supérieure du tibia, on parle de maladie de Zugutschlatter. Au niveau de la pointe de la rotule, on parle de maladie de Singling-Larsen. Au niveau du dos, il faut toujours, lorsqu'un enfant se plaint du dos de manière prolongée après la pratique d'un sport, consulter un médecin spécialiste ou votre médecin traitant pour écarter les hypothèses d'une atteinte sévère fracturaire, comme cela peut se rencontrer souvent dans la pratique de la danse, classique ou moderne, parfois jazz ou rock, dans la pratique du patinage, du football, du rugby, de la gymnastique, rythmique et sportive ou gymnastique tout court, le spondylolisthésis ou l'isismique. Si on constate ce type de fracture, parce que c'est une véritable fracture, il est évident et logique d'immobiliser immédiatement le rachis lombaire de l'enfant par un lombostat, d'arrêter le sport et en particulier celui qui a été initialement traumatisant, et ça, hélas, pour au moins 6 mois. Parce qu'il n'est rien de plus révoltant pour nous que d'examiner et de découvrir de jeunes adolescentes ou des enfants soumis à des contraintes dites artistiques, excessives et responsables de véritables fractures lombaires.
Faut pas oublier que certaines pratiques d'entraînement peuvent, même en 2026, être passibles d'amendes et de peines d'emprisonnement lourdes, puisqu'il s'agit de véritables maltraitances. Enfin, on peut découvrir une scoliose ou une maladie de Sherman ou un traumatisme cervical grave. Il faut parler alors, à ce moment-là, avec l'enfant de l'intérêt qu'il trouve dans le sport traumatisant, le judo, la danse, la gymnastique. Et il faut discuter aussi avec les parents du bénéfice apporté par la pratique de ce sport par rapport au risque que cela entraîne pour la statique de l'enfant et pour les douleurs futures potentielles à l'âge adulte. Question 11. Certains sports sont proposés à l'enfant en fonction de sa taille. C'est vrai. Un enfant peut normalement pratiquer quasiment tous les sports, mais il ne réussira pas dans certains et sera plus performant dans d'autres. Cela ne dépend pas seulement de sa taille, mais plutôt de son morphotype, c'est-à-dire la manière dont il est bâti, dont il a hérité de ses parents. Il existe trois morphotypes d'enfants. L'enfant endomorphe, plutôt petit et costaud. L'enfant ectomorphe, plutôt longiligne. Et enfin, celui qu'on appelle, de manière un petit peu barbare, l'enfant mésomorphe. C'est celui qui est dans la moyenne. L'enfant endomorphe a un centre de gravité bas, et ses deux membres inférieurs sont relativement courts, et leur masse osseuse et musculaire est importante, au niveau du bassin et des cuisses. Sa musculature est ronde, il a tendance à se tenir très cambré, il est plutôt raide, et ses amplitudes articulaires sont limitées. Ces éléments le disposent mieux à certains sports tels que le ski, le judo, le lancer, étant donné que son équilibre est bon. La puissance de ses membres inférieurs peut être utilisée dans la pratique du rugby, du football ou dans d'autres jeux de course avec sprint. Mais il sera moins doué pour les sports d'endurance tels que l'athlétisme de fond ou de demi-fond. La taille de l'enfant endomorphe est aussi un critère de choix. S'il est petit, il faudra l'orienter dans les sports à catégorie de poids, comme le judo ou la lutte. S'il est de taille moyenne, il fera un excellent skieur. S'il est de grande taille, il peut devenir lanceur de poids, de disques, de marteau, quoique ces sports soient peu pratiqués en France. L'enfant ectomorphe a un centre de gravité plus haut par rapport à l'enfant endomorphe. Ses membres inférieurs sont longs, ses muscles longs et plus fins. Cet enfant a des facilités pour les sports qui nécessitent de la souplesse. Le saut, la gymnastique rythmique et sportive, la danse. S'il a une capacité pulmonaire favorable, il pourra être orienté vers les sports d'endurance, fond, demi-fond. L'enfant mésomorphe a un morphotype intermédiaire entre les deux précédents. Le choix de son sport va essentiellement dépendre de sa taille. Ce sera généralement un enfant qui aura un bon sens de l'équilibre, qui sera bon en gymnastique et dans les sports d'acrobatie. Donc la pratique des sports proposés au plus haut risque d'accentuer chacun des morphotypes. Et il faut relativiser ces prescriptions sportives. Il vaut mieux que l'enfant pratique plusieurs sports pour que ses aptitudes soient multiples et pas uniquement orientées vers la pratique d'un seul sport. S'il se destine à la pratique en haut niveau ou au sport professionnel, des réserves peuvent très tôt tempérer son enthousiasme si l'on se rend compte que son morphotype ne lui permettrait pas de répondre aux seuls critères esthétiques ou techniques de base, comme pour la gymnastique, la danse, le patinage ou le basketball.